Les Vrilles de la Vigne et Sido sont deux œuvres qui sont très éloignées à tous égards, mais il y a évidemment beaucoup de points communs qui sont des grands classiques du style de Colette que je vais aborder rapidement, de façon synthétique. Une chose sur les Vrilles de la Vigne, c'est ce que disait très joliment Michel Mercier, qui était un grand spécialiste de Colette. C'est un livre harlequin, c'est un livre, elle-même disait, fait de pièces et de morceaux, donc une sorte de patchwork de textes de genres très différents, même de longueurs variées. Le style est adapté au genre, on n'a pas les mêmes registres, on n'a pas la même énonciation, on n'a pas la même temporalité, donc il serait vraiment trop long de prendre tous ces éléments un par un, sachant que dans les Vrilles de la Vigne, on va du poème en prose à la chronique de mœurs, en passant par la scénette théâtrale ou le récit souvenir. Donc ça n'est pas du tout un style homogène, contrairement à Sido, où là on a un texte qui est assez constant dans son sujet et dans son énonciation, puisqu'on a la narratrice qui évoque son passé, donc des passages au présent, des passages au passé simple et à l'imparfait, et puis une énonciation aussi très cohérente, elle parle à la première personne. Dans les Vrilles de la Vigne, il y a une certaine forme de maniérisme qui disparaîtra progressivement de son œuvre. Elle-même a parlé d'arabesque de cabochon ou d'affaîtrie plus tard. Donc on retrouve quand même ces petits maniérismes dans les Vrilles de la Vigne, à travers certaines images qui sont vraiment très travaillées, comme celle dans Jour gris, celle du brouillard qui est tantôt nuage, tantôt femme endormie, tantôt serpent langoureux à coups de chimère. Et puis on a aussi un lyrisme quand même un peu échevelé, notamment dans Jour gris justement, et ces apostrophes à tout ce qui vit ou même aux objets, ô violette de mon enfance, ô dernier feu de l'année, ô notre lit, reçois-nous ce soir. Donc il y a ces petites choses qui vont disparaître de l'écriture colettienne progressivement, encore que dans Sido, je crois qu'on trouve encore une apostrophe aux fleurs. Ce qui va quand même réunir les deux œuvres, principalement, c'est quatre grands axes de l'écriture colettienne. Il y en a d'autres, mais disons que c'est ceux qu'on va vraiment pouvoir illustrer facilement quand on va étudier les Vrilles de la Vigne et Sido. On pourra s'amuser à trouver des exemples de tout ce que je vais proposer. Une syntaxe parfaite, une syntaxe élaborée, mais jamais alambiquée. Ce sont des phrases plutôt courtes et dynamiques. Elle aime les phrases charnues, je dirais. Mais même si ces phrases sont un peu longues, sans jamais atteindre évidemment la longueur des périodes de Proust, elles sont compréhensibles. On peut vraiment apprécier cette syntaxe. Alors, attention, une syntaxe qu'elle sait tout à fait envoyer paître quand elle fait parler quelqu'un qui la maîtrise différemment. Elle est très respectueuse du sociolecte, du niveau de langue de ces personnages. C'est une très grande dialoguiste. Donc elle ne fait pas parler ces personnages comme elle écrit. Elle a l'art du dialogue aussi. Et puis un vocabulaire extrêmement précis, un vocabulaire savant sans être pédant, c'est-à-dire que Colette, elle nomme les choses par leur nom. C'est pas pour dire je connais le nom de quelque chose, c'est parce qu'une chose ou une plante, un animal, un élément ayant un nom, elle le donne et elle s'en régale et elle nous fait découvrir d'ailleurs des choses assez extraordinaires. Qui d'ailleurs, avant d'avoir lu ces deux ouvrages, Les Vrilles de la Vigne ou Sido, savait ce qu'était l'ombelle du panais sauvage, les bâtons de Saint-Jacques, le coqueret alquécange. Donc le mot meilleur que meilleur, le mot juste, ça fait partie de l'écriture colettienne. Et puis surtout, l'écriture colettienne, c'est une écriture de la sensation. C'est-à-dire qu'elle veut restituer toute la finesse et la subtilité des perceptions, elle veut restituer la complexité du monde sensible, et pour ce faire, elle va développer aussi bien l'imaginaire visuel que solliciter l'oreille du lecteur. Donc on trouve aussi bien dans Sido que dans Les Vrilles de la Vigne une profusion d'images extraordinaires qui d'ailleurs font que le monde vivant est interchangeable. C'est un peu la théorie de Colette, tout le vivant se vaut, le végétal, l'animal, l'humain,
Alors on trouve des animaux qui ressemblent à des végétaux qui ressemblent à des animaux qui se confondent entre eux et des humains qui ressemblent à des animaux. Elle nous parle d'une plante grasse, de plantes grasses poilues et trapues comme des crabes, mais elle nous parle aussi de coquillages qui sont des fleurs impérissables effeuillées en pétales de nacre rose. Donc on voit vraiment que les règnes se confondent. Elle a aussi une manière de décrire les paysages, les nuages, en provoquant la sensation visuelle de façon presque tangible. Elle suscite une sensation visuelle extrêmement précise en nous montrant par exemple des nuages ardoisés, ourlés de mercure, liserés de cuivre. Donc on voit vraiment le bord lumineux du nuage irradié par le soleil. La neige est une poudre de cristal, la vague est plombée. Et même dans le domaine de l'abstrait, dans le domaine de la pensée, elle arrive à produire des images qui sont pour le moins surprenantes. J'en veux pour exemple cette phrase qu'on trouve dans l'Évry de la Vigne. « Je resserre en vain les lambeaux de ma pensée. Elle m'échappe, palpitante, comme un manteau arraché, comme une mouette dont on tient les pattes et qui se délivre en claquant des ailes. » Ou encore, quand elle évoque le sens critique de sa mère, Sido, alors là, c'est une image aussi très baroque, puisqu'elle dit « Le sens critique en elle se dressait, vigoureux, versatile, chaud et gai comme un jeune lézard. » Ce qui est aussi très très fréquent chez Colette et assez spécifique, je trouve, de Colette, ce sont ces harmonies imitatives ou suggestives, le don qu'elle a de restituer les sons à la fois par des images et aussi par des assonances, des allitérations, l'utilisation de la plasticité du mot. Par exemple, quand elle évoque le chant bondissant des frelons fourrés de velours, on entend le du vol des frelons. Quand elle se remémore le plic-ploc de la pluie dans les temps de Moutier, se le remémore ou se l'invente, parce que l'étang il est quand même à quelques kilomètres de Saint-Sauveur, elle écrit « De l'horizon venait un bruit égal de perles versées dans l'eau et la plate odeur de l'étang criblé de pluie. » Donc vraiment, tous ces pleu-pleu-pleu font une harmonie imitative de la pluie dans l'eau. Elle a également, pour restituer toute la finesse et la subtilité des sensations, elle emploie très souvent une figure qu'on appelle la synesthésie, qui est une figure qui consiste à télescoper, à associer deux sensations, un goût pouvant être représenté par une couleur ou l'inverse. Et donc, dans son œuvre, on entend un violon vinaigré. Comment mieux évoquer le violonneux qui raye un peu le son de son violon. On peut goûter les couleurs, goûter un vert acide ou délicieux, un rouge à l'âpreté de groseille. On peut voir la couleur d'un parfum, celui de Sido est châtain clair. Autre manière de montrer la complexité du monde, mais aussi des relations, des sentiments, des idées, c'est l'usage qu'elle fait de toutes les figures du paradoxe, toutes les oppositions, les oxymores, les antithèses, les paradoxismes, tout ce qui fait qu'on se rend compte que tout est ambivalent, ambigu. Par exemple, quand elle évoque son enfance, elle ne parle pas du bonheur, elle parle souvent d'une triste allégresse. Quand elle évoque sa sœur, elle parle de l'agréable laide. On pourrait trouver comme ça beaucoup d'exemples. Je ne peux pas résister quand même à lire pour terminer un petit texte qu'elle a elle-même écrit dans Mélange et qui est un résumé de ce qu'elle entend par le style. La réussite est moins affaire de pensée que de rencontre de mots. Signes errant dans l'air, parfois les mots, appelés, daignent descendre, s'assemblent, se fixent. Ainsi semble se former le petit miracle que je nomme l'œuf d'or, la bulle, la fleur, une phrase digne de ce qu'elle a voulu décrire.